Une nouvelle de Philippe Cadic, L'imposteur. Un de ces jours, je vais prendre des congés, déclara Spence Olam. C'était au repas 1. Il se tourna vers sa femme. C'est bien mérité un peu de repos. 10 ans, c'est long. Et le projet ? La guerre se gagnera bien sans moi. De toute façon, cette boule de glaise qu'est la planète ne court pas un si grand danger. Olam se rassit à table et alluma une cigarette. Les infomachines déforment les dépêches pour faire croire que les spatiaux sont prêts à nous tomber dessus. Sais-tu ce que je voudrais faire pendant mes vacances ? Aller camper à la montagne, pas loin d'ici. Tu sais, là où on est déjà allé. Tu te souviens ? À Satonwood ? Mary entreprit de débarrasser la table. Ça a brûlé il y a quelques semaines, je croyais que tu le savais, un incendie éclair ou je ne sais quoi. Olam s'affaissa. On n'a même pas essayé d'en déterminer la cause ? Il grimaça amèrement. De nos jours, on se désintéresse de tout. Il ne pense plus qu'à la guerre. Il serra les mâchoires. Il se représentait mentalement leur situation présente avec les spatiaux, le conflit, les vaisseaux aiguilles. Comment penser à autre chose ? Olam hocha la tête. Elle avait raison, bien sûr. Les petits vaisseaux noirs partis d'Alpha du Centaure avaient aisément franchi le barrage des chasseurs terriens, les lançant sur place telle une ceinture de tortues impuissantes. Les combats s'étaient invariablement soldés par la défaite des humains, qui reculaient toujours, plus, vers la Terre. Jusqu'à ce que les laboratoires Westinghouse fassent la démonstration de leur bulle Protec. Une fois mise en place autour des villes principales, puis de la planète tout entière, elle avait constitué leur première parade efficace, la première riposte appropriée aux spatiaux, comme disaient les infomachines. Quant à gagner la guerre, c'était une autre histoire. Tous les laboratoires, tous les centres de recherche travaillaient jour et nuit, inlassablement, pour trouver ce qui leur manquait encore, à savoir une arme offensive. Le projet auquel travaillait Olam, par exemple, se poursuivait depuis des années sans un jour de répit. Il se leva et éteignit sa cigarette. C'est une épée de Damoclès, perpétuellement suspendue au-dessus de nos têtes. Je commence à en avoir assez. Tout ce que je désire maintenant, c'est un repos prolongé, mais tout le monde en est sans doute au même point. Il prit sa veste dans le placard et sortit sur la terrasse. La flèche, le petit engin rapide qui le mènerait au siège du projet, serait là d'un instant à l'autre. J'espère que Nelson n'est pas en retard. Il consulta sa montre. Il est près de 7 heures. Le voilà, dit Mary en scrutant l'intervalle entre les alignements de maisons. Le soleil levant faisait scintiller les plaques de plomb massives recouvrant les toits. Le lotissement était calme, rare étaient les gens déjà levés. À plus tard. Tâche de ne pas faire d'heures supplémentaires, Spence. Olam ouvrit la portière du petit appareil, se glissa à l'intérieur et se renversa contre son dossier avec un soupir. Nelson était accompagné d'un homme âgé. « Alors ?» dit Olam tandis que le véhicule prenait un départ foudroyant. « Qu'est-ce qui se passe d'intéressant ?»« Rien », répondit Nelson. « Le train-train habituel. Quelques vaisseaux de spatiaux ont été touchés. Un nouvel astéroïde a été abandonné pour des raisons stratégiques. Vivement que le projet passe au stade final. C'est peut-être l'effet de la propagande diffusée par les infomachines, mais depuis un mois, je suis là de tout ça. Tout est devenu si sérieux, si maussade. La vie n'a plus aucune couleur. Pensez-vous que la guerre n'a plus de sens ? Demanda soudain l'homme âgé. Vous en faites pourtant partie intégrante. Je te présente le Major Peters, intervint Nelson. Les deux hommes échangèrent une poignée de main. Olam dévisagea le Major. Qu'est-ce qui vous amène si tôt chez nous ? dit-il. Je ne me souviens pas vous avoir déjà vu au projet. En effet, je n'y travaille pas, néanmoins, je suis quelque peu informé de vos travaux. Moi, je suis dans un domaine complètement différent. Nelson et lui échangèrent un regard. Olam le regarda et fronça les sourcils. La flèche traversait des terres désertes et stériles, se dirigeant de plus en plus vite vers les bâtiments du projet qui se profilaient déjà dans le lointain.
Quelle est votre spécialité ? S'informa Olam. Mais peut-être n'avez-vous pas le droit d'en parler. Je travaille pour l'État, au sein de l'Agence fédérale de sécurité. Ah ! Olam haussa les sourcils. Une infiltration ennemie aurait-elle été signalée dans la région ? À vrai dire, si je suis là, c'est pour m'entretenir avec vous, monsieur Olam. Ce dernier en resta interloqué. Il avait beau tourner et retourner les déclarations de Peters dans sa tête, il n'en saisissait pas du tout le sens. Moi, mais pourquoi ? J'ai ordre de vous arrêter au titre d'espion, à la solde des Spatiaux. Voilà pourquoi je me suis levé si tôt ce matin. Saisissez-vous de lui, Nelson. Un pistolet s'enfonça dans les côtes d'Olam. Les mains de Nelson tremblaient d'émotion, trop longtemps contenues, et son teint avait viré au blême. Il inspira profondément. « Faut-il le tuer tout de suite ?» murmura-t-il à l'adresse de Peters. « Je crois qu'on devrait s'en acquitter sans plus tarder. On ne peut pas se permettre d'attendre. » Olam regarda son ami dans les yeux et ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les deux hommes le regardaient bien en face, comme figés par l'effroi. Olam se sentit pris de vertige, la tête lui faisait mal, et il voyait tout tourner autour de lui. « Mais je ne comprends pas !» murmura-t-il. À ce moment-là, la flèche quitta le sol et fila vers l'espace. Au-dessous d'eux, les bâtiments du projet diminuèrent à vue d'œil et finirent par disparaître. Olam serra les lèvres. « Ce n'est pas si pressé, dit Peters. Je voudrais d'abord lui poser quelques questions. » L'engin filait toujours dans l'espace, hébété. Olam regardait droit devant lui. « Nous avons procédé à l'arrestation, dit Peters, au V d'écran, où venait de s'afficher l'image du chef de la sécurité. Bien des gens vont s'en trouver considérablement soulagés. Pas de complications ? Pas la moindre. Il est entré dans l'engin sans se douter de rien. Il ne s'est pas trop inquiété de ma présence. Où vous trouvez-vous maintenant ? Tout près de la bulle Protec, prêts à passer de l'autre côté. Nous nous déplaçons à vitesse maximum. On peut partir du principe que la période critique est passée. Heureusement que les réacteurs de décollage étaient en état de marche. S'il y avait eu une panne quelconque à ce moment précis... Montrez-le-moi. Le chef de la sécurité observa quelques instants Olam qui, les mains sur les genoux, gardait les yeux dans le vague. « Voilà donc notre homme ?» Olam ne disait toujours rien. Enfin, le chef fit un signe de tête destiné à Peters. « Bien, cela suffit. » Un léger dégoût déformait ses traits. « J'ai vu ce que je voulais voir. Vous avez rendu un service dont on se souviendra longtemps. On vous prépare d'ailleurs une citation à tous les deux. »« Je n'en vois vraiment pas la nécessité, » dit Peters. « Y a-t-il encore un risque ? » ?»« Oui, mais faible. Si je suis bien renseigné, cela requiert une phrase clé. Quoi qu'il en soit, il nous faut bien le courir, ce risque. »« Je vais avertir la base lunaire de votre arrivée. »« Non. » Peters secoua la tête. « Je vais poser l'engin en dehors de la base. Je ne veux pas la mettre en péril. » « Comme vous voudrez. » Le chef jeta un dernier regard à Olam et battit brièvement des paupières. Puis son image s'effaça et l'écran s'éteignit. Olam tourna la tête vers la vitre. L'engin avait déjà franchi la bulle Protec et sa vitesse ne cessait de croître. Peters était manifestement pressé. Sous ses pieds, il sentait les réacteurs fonctionner à plein régime. S'ils poussaient la vitesse au maximum, c'était parce qu'ils avaient peur. Peur de lui. Nelson, qui occupait le siège voisin, s'agita sur son siège mal à l'aise. « Nous devrions en finir maintenant, dit-il. Je donnerai n'importe quoi pour que ce soit déjà fait. »« Du calme, dit Peters. Vous voudrez bien piloter un moment que je puisse lui parler. » Il se glissa à côté d'Olam et le regarda dans les yeux. Puis, avec réticence, il lui effleura le bras et ensuite la joue. Olam resta muet. « Si seulement je pouvais prévenir Mary, pensa-t-il. Si je pouvais trouver un moyen de la prévenir. » Il regarda autour de lui. Mais comment ? Le vide-écran ? Non.
Nelson était aux commandes, pistolet en main. Il ne pouvait rien faire, il était pris au piège. Pourquoi ? Écoutez, dit Peters, je voudrais vous poser quelques questions. Vous savez où nous allons, vers la Lune. Dans 1 heure, nous allunirons sur la face cachée, où il n'y a rien. Sitôt après, vous serez remise à l'équipe pour détruire instantanément votre corps. Est-ce que vous comprenez ? Il consulta sa montre. Dans moins de 2 heures, vous serez éparpillés à la surface. Il ne restera rien de vous. Olam sortit péniblement de sa torpeur. Vous ne pourriez pas me dire ? Certainement, je vais vous le dire. Nous avons été prévenus avant-hier qu'un vaisseau spatial avait forcé la bulle Protec et largué un espion ayant la forme d'un robot humanoïde. Ce robot avait pour mission de détruire un être humain désigné d'avance et de prendre sa place. Peter se dévisagea calmement Olam. À l'intérieur du robot se trouvait une bombe U. Notre agent ignorait quel mécanisme devait faire exploser la bombe, mais supposait que le détonateur était une certaine série de mots. Le robot devait mener la vie de la personne qui l'avait tué, se substituer à elle dans son travail et dans ses loisirs. Il avait été construit exactement à son image. Nul ne pouvait distinguer le vrai du faux. Le teint d'Olam était à présent d'une pâleur de craie. La personne que le robot avait pour mission d'imiter était Spence Olam, cadre supérieur au sein d'un des projets de recherche. Les travaux de son centre approchant de leur conclusion, une bombe à forme humaine ayant ses entrées dans les laboratoires était particulièrement... Olam baissa les yeux sur ses mains. Mais Olam, c'est moi ? Une fois Olam repéré et éliminé, le robot n'a eu aucun mal à se faire passer pour lui. Il a été largué du vaisseau il y a 8 jours. La substitution était probablement opérée le week-end dernier quand Olam est parti faire une courte randonnée dans les collines. Mais c'est moi, Olam ! Il se tourna vers Nelson, toujours aux commandes. Tu ne me reconnais donc pas ? Tu me côtoies depuis 20 ans, tu ne te souviens pas que nous avons fait nos études ensemble ? Il se leva. Toutes nos études supérieures. Nous partagions même une chambre. Il s'approcha de Nelson. N'approchez pas. Quant à Nelson. Écoute, tu te rappelles, en 2e année, cette fille, comment s'appelait-elle déjà ? Il se frotta le front. La brune qu'on avait rencontrée chez Ted. Assez. Nelson agita frénétiquement son pistolet. Je ne veux pas en entendre davantage. Vous l'avez tué, espèce de machine. Olam regarda Nelson. Vous vous trompez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le robot n'a pas dû arriver jusqu'à moi. Quelque chose a dû mal tourner. Le vaisseau s'est peut-être écrasé. Il se retourna vers Peters. C'est moi, Olam, je le sais bien, tout de même. Il n'y a pas eu de transfert, je suis tel que j'ai toujours été. Il se tâta sur tout le corps. Il doit y avoir un moyen de le prouver. Ramenez-moi sur Terre et vous verrez. Un examen radioscopique ou neurologique, peut-être, devrait vous en donner la preuve. Ou alors, on trouvera l'épave du vaisseau. Ni Peters ni Nelson ne répondirent. Puisque je vous dis que je suis Spence Olam, insista-t-il, comment vous le prouvez ? Le robot ne doit pas avoir conscience de ne pas être le véritable Spence Olam, dit Peters. Il a dû devenir Olam mentalement aussi bien que physiquement. On l'a sans doute doté d'une mémoire artificielle falsifiée. Il doit lui ressembler, trait pour trait, posséder ses souvenirs, ses idées, ses centres d'intérêt, pouvoir accomplir son travail. Avec une différence toutefois, il contient une bombe U prête à exploser à l'énoncé de la phrase clé. Peters s'écarta légèrement. C'est la seule différence. Voilà pourquoi nous vous conduisons sur la Lune, où on vous démontera pour enlever la bombe. Peut-être explosera-t-elle, mais là-bas, cela n'aura pas d'importance. Olam s'assit lentement. « Nous allons bientôt arriver, » dit Nelson.
L'engin piquait progressivement sur la surface. Olam se laissa aller en arrière et réfléchit à toute allure. On voyait déjà la surface grêlée de la lune et ses ruines sans fin. Que faire? Comment sauver sa peau? « Préparez-vous, dit Peters. Dans quelques minutes, il serait mort. En bas, il apercevait un point noir, sans doute un bâtiment. Et dans ce bâtiment, des hommes l'attendaient, l'équipe spéciale qui se préparait à le mettre en pièces. Ils allaient l'éventrer, lui arracher bras et jambes, le réduire en morceaux. Ne trouvant pas la bombe, ils seraient surpris. Ils se rendraient compte de leur erreur, mais il serait trop tard. Olam jeta un coup d'œil circulaire à la cabine de pilotage exiguë. Nelson n'avait pas lâché son pistolet. Aucune chance de ce côté-là. S'il pouvait trouver un médecin, se faire examiner, c'était la seule issue. Mary pourrait lui venir en aide. Il réfléchit éperdument. Plus que quelques minutes, si seulement il pouvait entrer en contact avec elle. « Doucement », dit Peters. L'engin se posa lentement, avec un léger rebond sur le sol inégal. Puis, ce fut le silence. « Écoutez », articula péniblement Olam. « Je peux prouver que je suis bien Olam. Amenez-moi un médecin et... » « Voilà l'équipe qui arrive », coupa Nelson en pointant un doigt. Il jeta un coup d'œil inquiet à Olam. « Espérons que tout se passera bien. Nous serons repartis avant qu'ils s'y mettent, » dit Peters. « Pas question de s'attarder. » Il revêtit sa combinaison pressurisée, puis prit le pistolet des mains de Nelson. « Je vais le surveiller un moment. » Nelson se glissa à son tour dans une combinaison avec une hâte qui le rendait maladroit. « Et lui, dit-il en indiquant Olam, aurait-il besoin d'une tenue ?» Peters secoua la tête. « Non, les robots n'ont probablement pas besoin d'oxygène. » Les hommes arrivaient à proximité du vaisseau. Ils firent halte, en attendant un signe que Peters ne tarda pas à leur faire. Alors ils s'approchèrent, méfiants, silhouettes toutes raides et un peu grotesques, dans leur tenue ballonnée. « Si vous ouvrez la porte, je suis un homme mort, c'est un assassinat. »« Ouvrons, » dit Nelson en tendant lui-même la main vers la poignée. Olam le regardait faire. Les doigts de Nelson se crispèrent sur la tige métallique. Dans une seconde, le panneau coulisserait, l'air contenu dans la cabine s'échapperait, il mourrait. Et peu après, les autres se rendraient compte de leur erreur. En d'autres temps, lorsqu'il n'y aurait plus la guerre, les hommes n'agiraient peut-être pas de la sorte, peut-être. N'enverrait-il pas un des leurs semblable à la mort avec une telle précipitation parce qu'ils en avaient peur? Mais pour le moment, tout le monde avait peur, tout le monde était prêt à sacrifier l'individu à la panique collective. Ils allaient le tuer parce qu'ils ne savaient pas attendre que sa culpabilité soit établie. Ils n'en avaient pas le temps. Il regarda Nelson. Nelson, qui était son ami depuis des années, avec qui il était allé à l'école, qui avait été garçon d'honneur à son mariage, et qui allait le tuer. Mais Nelson n'était pas méchant. Ce n'était pas sa faute, c'était l'époque. Peut-être en avait-il été de même pendant les grandes épidémies. À la première tache sur la peau, des hommes avaient été probablement éliminés sans hésitation, sans la moindre preuve sur la foi d'une simple présomption. En temps de crise, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et il ne leur en voulait pas. Mais il lui fallait vivre. Sa vie était trop précieuse pour être ainsi sacrifiée. Olam réfléchissait toujours. Il devait bien y avoir une solution. Il regarda de nouveau autour de lui. « J'y vais, » dit Nelson. « Tu as raison, » fit Olam. Le son de sa propre voix le surprit. Elle avait la fermeté, du désespoir. « Je n'ai pas besoin d'air. Ouvre la porte. » Ils s'immobilisèrent, curieux et alarmés. « Vas-y, ouvre !» La main d'Olam disparut à l'intérieur de sa veste. « J'espère que vous courez vite, tous les deux. »« Comment ça ? Il vous reste 15 secondes à vivre. » À l'intérieur de sa veste, ses doigts se contractèrent. Son bras se raidit, puis Olam se détendit et eut un petit sourire. « Vous vous trompiez à propos de la phrase clé.
Encore 14 secondes. Deux visages stupéfaits le fixaient derrière la visière des combinaisons. Puis les deux hommes coururent pêle-mêle vers la porte et l'ouvrirent. L'air fusa aussitôt dans le vide avec un hurlement strident. Peters et Nelson se ruèrent au dehors. Olam referma la porte derrière eux. Le système de pressurisation automatique se mit à pomper furieusement pour établir une pression normale. Olam vida ses poumons en frissonnant de soulagement. Une seconde de plus et... Par le hublot, il vit que les deux hommes avaient rejoint les autres, qui s'éparpillaient en courant dans toutes les directions. L'un après l'autre, ils se jetèrent à plat ventre. Olam s'assit aux commandes et régla quelques cadrans. Quand l'appareil décolla, les autres se relevèrent et le regardèrent partir bouche bée. « Vous m'excuserez, dit-il, mais je dois retourner sur Terre. » Sur ces mots, il prit le chemin du retour. Il se posa de nuit. Tout autour de la flèche, dans la fraîcheur nocturne, résonnait un concert de criquets. Olam se pencha sur le vide écran. Petit à petit, une image se forma. L'appel était passé sans encombre. Il poussa un soupir de soulagement. « Mary ?» La femme le regarda avec des yeux ronds. « Spence ?» s'étrangla-t-elle. « Où es-tu ? Qu'est-il arrivé ?»« Je ne peux pas le dire. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Ils peuvent couper la communication d'un moment à l'autre. Va au centre et demande le docteur Chamberlain. S'il est absent, adresse-toi au premier médecin venu. Ramène-le à la maison et arrange-toi pour qu'il y reste. Dis-lui d'apporter son matériel, rayon X, fluoroscope, etc. Mais fais ce que je te dis et dépêche-toi. Que tout soit prêt dans 1 heure. » Olam se pencha sur l'écran. « Ça va, tu es seul ?»« Seul ? Oui, y a-t-il quelqu'un avec toi ? Nelson est-il entré en contact avec toi ou quelqu'un d'autre ? » ?»« Mais non, Spence, je ne comprends pas. » »« Très bien. Rendez-vous à la maison dans 1 heure. Et surtout, ne dis rien à personne. Fais venir Chamberlain sous n'importe quel prétexte. Dis que tu es très malade. » Il coupa la communication et consulta sa montre. Un instant plus tard, il posait pied à terre dans le noir. Il avait 800 mètres à parcourir. Il se mit en route. Il y avait de la lumière à la fenêtre du bureau. Il s'agenouilla contre la clôture pour observer la maison. Pas un bruit, pas le moindre mouvement. Il éleva sa montre à la hauteur de ses yeux et regarda l'heure à la lueur des étoiles. Il s'était écoulé à peu près 1 heure. Une flèche passa dans la rue sans s'arrêter. Olam songea que le médecin devait être déjà arrivé. Mary et lui devaient l'attendre. Une pensée lui traversa l'esprit. Elle n'avait peut-être pas pu quitter la maison. Et s'il l'avait interceptée, allait-il se jeter tête baissée dans un piège? Mais que faire d'autre? Après un examen médical, des radios, des certificats, il avait une chance de faire ses preuves. S'il pouvait se maintenir assez longtemps en vie pour qu'on puisse le mettre en observation. Oui, c'était comme cela qu'il pouvait témoigner de son identité. C'était même son unique espoir. Le docteur Chamberlain avait très bonne réputation, c'était le médecin attitré du projet. Il saurait établir la vérité et son verdict serait incontestable. Il aurait raison de l'hystérie de la folie des autres. Car c'était bien de la folie. Si seulement ils étaient disposés à attendre un peu, prendre leur temps. Mais non, pour eux, il fallait qu'ils meurent, et tout de suite, sans preuve, sans procès d'aucune forme, sans expertise. Alors que le test le plus élémentaire pouvait faire éclater la vérité. Ils ne pouvaient même pas se donner cette peine. Ils ne voyaient que le danger, rien d'autre. Il s'approcha de la maison, s'avança sur la terrasse. Devant la porte, il s'arrêta, l'oreille aux aguets. Toujours le silence, la maison était parfaitement calme. Trop calme. Olam resta sans bouger, sûr qu'à l'intérieur, on se contraignait au silence. Mais pourquoi? La maison était petite. Derrière la porte, à quelques pas de lui, devaient se tenir Mary et le docteur Chamberlain.
Et pourtant, il n'entendait rien, pas le moindre bruit de voix, rien. Il regarda la porte, cette porte qu'il avait ouverte et refermée plus de 1000 fois, matin et soir. Il posa la main sur la poignée, puis, se ravisant brusquement, il appuya sur la sonnette. Le timbre retentit quelque part dans le fond de la maison. Olam sourit. Cette fois, il entendrait remuer. Mary ouvrit, et sitôt qu'il vit son expression, il comprit. Il se sauva en courant et alla se jeter dans les taillis. Un agent de la sécurité écarta la jeune femme et fit feu. Les buissons explosèrent. Olam se faufila jusqu'à l'angle de la maison et bondit, fonçant à toute allure dans l'obscurité. Un projecteur s'alluma et un faisceau lumineux se mit à tracer des cercles autour de lui. Il traversa la route, se hissa par-dessus une clôture, traversa une cour. Derrière lui accoururent des hommes, des agents de la sécurité qui se hélaient mutuellement. Olam était hors d'haleine. Le visage de Mary. Oui, il avait tout de suite deviné, les lèvres serrées, les yeux terrifiés, malheureux. Heureusement, ils n'étaient pas entrés. Ils avaient mis le téléphone de Mary sur écoute et rappliqué aussitôt la communication terminée. Elle avait probablement cru ce qu'il lui avait dit. Nul doute qu'elle aussi était convaincue qu'il était un robot. Olam continua à courir. Il prenait de l'avance sur les agents lancés à sa poursuite. Apparemment, il n'était pas très doué pour la course à pied. Il gravit une hauteur et redescendit l'autre versant. D'un moment à l'autre, il serait de retour à la flèche. Mais où aller cette fois? Il s'arrêta. Bientôt, il vit l'appareil se découper sur le ciel à l'endroit où il l'avait laissé. Le lotissement était loin derrière lui. Il était parvenu à la limite entre les régions désertiques et la zone habitée, là où commençait la forêt et la désolation. Il traversa un champ en friche et pénétra sous les arbres. Au moment où il approchait de l'engin, la portière s'ouvrit. Peters apparut à contre-jour. Il tenait au creux de ses bras un lourd fusil Boris. Olam stoppa net. Peters scruta l'obscurité. « Je sais que vous êtes par là, dit-il. Avancez, Olam. Vous êtes cerné par les agents de sécurité. » Olam ne bougea pas. « Écoutez, vous allez tomber entre nos mains d'un instant à l'autre. Manifestement, vous n'avez toujours pas compris que vous étiez un robot. Votre appel à cette femme prouve que vous êtes toujours le jouet de l'illusion créée par les souvenirs artificiels qu'on vous a implantés. Mais vous êtes bien un robot. Et à l'intérieur de votre corps se trouve une bombe. À tout moment, la phrase clé peut être prononcée par vous-même ou par n'importe qui. Alors la bombe détruira tout à des kilomètres alentour. Le projet sera détruit, cette femme et nous tous serons tués. Comprenez-vous? Olam continua de se taire. Il écoutait. Des hommes se glissaient à travers bois, se dirigeant vers lui. Si vous ne vous rendez pas de votre propre gré, nous vous capturerons. Ce n'est qu'une question de temps. Nous n'avons plus l'intention de vous transporter sur la base lunaire. Vous serez abattus à vue. Et nous courrons le risque de voir la bombe exploser. J'ai mobilisé tous les agents de la sécurité du coin. La région tout entière va être passée au peigne fin. Toute retraite vous est désormais coupée. Il vous reste environ 6 heures avant que la fouille systématique ne soit achevée. Olam s'éloigna. Peters continua à parler. Il n'avait donc pas vu le fugitif. Il faisait trop sombre. Mais il avait raison. Il ne lui restait plus de refuge. Il pouvait se cacher un moment à la lisière de la forêt, mais il finirait par le pincer. Oui, une question de temps. Olam avançait silencieusement sous les arbres, et pendant ce temps, kilomètre par kilomètre, on fouillait le comté jusque dans les moindres recoins. Le filet se refermait inexorablement autour de lui, le confinait dans un espace de plus en plus restreint. Que restait-il? Il avait perdu la flèche, son seul espoir de salut. Ils avaient envahi sa maison, sa femme avait rallié leur cause, croyant sans doute que le véritable Olam avait été tué. Il serra les poings. Il y avait sûrement quelque part une épave de vaisseau aiguille spatial, mais parmi les débris, les restes du robot, il avait dû s'écraser à proximité.
Et le robot détruit s'y trouvait toujours. Un léger espoir naquit en lui. Et s'il pouvait mettre la main dessus, s'il pouvait leur montrer le site de l'accident, mais où le trouverait-il? Il continua de marcher perdu dans ses pensées. Le point de chute ne devait pas se trouver très loin. L'appareil s'était sans doute posé dans les environs immédiats du projet. Le robot était alors censé faire le reste du chemin à pied. Arrivé au sommet d'une élévation, il regarda autour de lui. Après s'être écrasé, l'engin avait dû s'enflammer. Y avait-il un indice? Une piste quelconque? Il avait peut-être lu ou entendu quelque chose se rapportant à l'accident. En attendant, il fallait que ce soit à proximité et désert. Soudain, Olam sourit. Un appareil qui s'écrase et s'enflamme. Mais bien sûr, Suttonwood, l'incendie inexpliqué. Il pressa le pas. Le jour s'était levé, les rayons du soleil filtraient à travers les branchages pour tomber sur l'homme tapi à l'orée de la clairière. Olam levait les yeux de temps à autre et tendait l'oreille. Il n'était plus très loin, à quelques minutes à peine. Il sourit. En contrebas, éparpillé dans la clairière, et jusque parmi les troncs calcinés, il apercevait un amas de tôle tordue et enchevêtrée qui luisait d'un éclat sombre. Il n'avait pas eu trop de peine à dénicher l'épave. Le bois de Suttonwood était un endroit qu'il connaissait bien. Il y avait fait bien des randonnées quand il était plus jeune. Il avait tout de suite su où se trouvait la carcasse de l'appareil. Il y avait là un pic qui se dressait abruptement au-dessus du reste. Olam s'était dit que l'appareil manœuvrant pour atterrir, ne connaissant pas la région, avait peu de chances de l'éviter. Et il avait vu juste. Il se releva. Il les entendait arriver tous ensemble en s'interpellant à voix basse. Il se contracta. Tout dépendait de celui qui l'apercevrait le premier. Si c'était Nelson, il n'avait aucune chance. Nelson tirait à vue. Il serait mort avant que les autres aient vu le vaisseau. Mais s'il avait le temps d'appeler, s'il pouvait les retenir un moment, du temps, c'était tout ce dont il avait besoin. Une fois qu'ils auraient vu l'épave, ils seraient sauvés. Mais s'il tirait d'abord, une branche carbonisée craqua. Une silhouette s'avança d'un pas indécis. Olam inspira profondément. Il ne restait plus que quelques secondes, peut-être les dernières de sa vie. Il leva les bras, en s'efforçant de voir à qui il avait affaire. C'était Peters. « Peters !» cria Olam en agitant les bras. Peters se leva son arme et visa. « Ne tirez pas !» ajouta-t-il d'une voix mal assurée. « Attendez un peu, regardez derrière moi, je l'ai trouvé !» s'écria Peters. Des agents de la sécurité accoururent de tous côtés. « Ne tirez pas, regardez derrière moi, le vaisseau aiguille spatial, mais regardez !» Peters hésita. Le canon de son arme vacilla. « Il est en bas !» dit précipitamment Olam. « Je savais bien que je le trouverais ici. À cause de cet incendie de forêt, vous me croyez maintenant? Vous trouverez les restes du robot dans l'appareil. Allez voir, voulez-vous ?» « Il y a quelque chose en bas, en effet, » dit nerveusement un des hommes. « Abattez-le, » dit une voix. C'était Nelson. « Attendez !» Peters se retourna vivement. « C'est moi qui commande ici, que personne ne tire. Il dit peut-être la vérité. »« Abattez-le !» cria Nelson. « Il a tué Olam. D'un instant à l'autre, il peut nous tuer aussi, si la bombe explose. » « Taisez-vous !» Peters s'approcha du ravin et regarda au fond. « Regardez-moi ça !» Il fit signe à deux hommes de le rejoindre. « Descendez et voyez de quoi il s'agit. » Les hommes dévalèrent la pente et traversèrent la clairière. Puis ils se penchèrent sur l'épave et se mirent à fouiller de ci, de là. « Alors ?» demanda Peters. Olam retint son souffle, puis esquissa un sourire. Il n'avait pas eu le temps de regarder lui-même, mais le robot devait se trouver là. Pourtant, subitement, le doute l'assaillit. Et s'il avait survécu assez longtemps pour s'enfuir? S'il avait été réduit en cendres? Il se passa la langue sur les lèvres. La sueur perlait à son front.
Nelson l'observait toujours, livide et haletant. « Tuez-le » fit Nelson, « avant qu'il ne nous tue !» Les deux hommes dépêchés vers l'épave se redressèrent. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda Peters sans abaisser son pistolet. « Y avait-il quelque chose ?»« Possible, en tout cas. C'est bien un vaisseau aiguille. Et il y a quelque chose à côté. Je viens voir. » Peters se passa devant Olam, qui le regarda descendre à flanc de colline et rejoindre les deux hommes. Les autres suivirent en tendant le cou pour mieux voir. « On dirait un cadavre, » dit Peters. « Regardez !» Olam les rejoignit. Ils se tenaient en cercle, tous les regards convergeant au centre. Au sol gisait une forme grotesque, curieusement contorsionnée, humaine n'eût été la disposition extravagante des bras et des jambes qui pointaient dans toutes les directions. La bouche était ouverte, les yeux vitreux. « Comme une machine en panne ?» fit tout bas Peters. Olam eut un pâle sourire. « Vous voyez ?» Peters se tourna vers lui. « C'est absolument incroyable. C'est vous qui aviez raison depuis le début. Le robot n'est pas arrivé jusqu'à moi. » Olam alluma une cigarette. « Il a été détruit au moment de l'accident. Vous étiez tous tellement obnubilés par la guerre que vous ne vous êtes pas demandé pourquoi ce bois perdu, loin de tout, avait pris feu spontanément. Maintenant, vous en connaissez la raison. » Tout en fumant, il regarda les hommes extraire des restes du vaisseau le corps ridiculement déformé et tout raide. « À présent, vous allez trouver la bombe, » dit Olam. Les hommes étendirent le corps sur le sol. Peters se pencha. « Il semble que j'en vois un coin. » On avait ouvert la cage thoracique du cadavre. Dans la cavité béante, on voyait un objet briller d'un éclat métallique. Les hommes le considérèrent en silence. « Il nous aurait tous détruits si le robot avait survécu, » déclara Peters. « Cette boîte métallique que vous voyez là. » Silence. « Nous vous devons une fière chandelle, » reprit-il, à l'adresse d'Olam. « Vous avez vécu un cauchemar abominable. Si vous n'aviez pas pris la fuite, nous aurions... » Il s'interrompit. Olam jeta sa cigarette. J'étais absolument certain que le robot n'avait pas pu m'atteindre naturellement. Mais je n'avais aucun moyen de le prouver. Il y a des choses impossibles à prouver sur le champ. C'est là le malheur. Il m'était impossible de démontrer que j'étais moi-même. Ça vous dirait de prendre des vacances ? On devrait pouvoir vous accorder un mois de repos, histoire de vous détendre un peu, d'oublier tout ça. Pour l'instant, j'ai surtout envie de rentrer chez moi, dit Olam. Parfait, comme vous voudrez. Nelson s'était accroupi auprès du cadavre, il tendait la main vers l'objet métallique à l'intérieur du thorax. « N'y touchez pas !» dit Olam. « Elle pourrait encore exploser. Il vaudrait mieux laisser ce soin à une équipe de démineurs. » Nelson resta muet. Soudain, il plongea la main dans le corps, saisit l'objet et l'attira à lui. « Mais que faites-vous » s'écria Olam. Nelson se releva en brandissant l'objet. Il était livide de frayeur. C'était un poignard, une dague, aiguille spatiale, toute tachée de sang. « C'est cette arme qui l'a tué » chuchota-t-il. « Mon ami a été poignardé. » Il se tourna vers Olam. « Vous l'avez assassiné et vous avez abandonné son corps près des débris de l'appareil. » Olam tremblait. Ses dents s'entrechoquaient et il regardait alternativement le corps et le couteau. « Ça ne peut pas être Olam !» Sa raison vacillait, tout tournait autour de lui. « Ai-je pu me tromper ?» Il demeura bouche bée. « Mais alors, si cet homme est Olam, je dois être... » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. L'explosion fut visible jusqu'à Alpha du Centaure. L'imposteur est une nouvelle de Philippe Cadic, extraite du recueil de nouvelles Total Recall, publié aux éditions Folio SF. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.